de votre présence. Donc moi c'est Thierry Leblond. Donc je vous présente une question. Il y a 4 mots-clés qui sont importants ici. C'est écosystème collaboratif, open source, zéro trust et cloud public. Donc j'ai essayé de vous expliquer un petit peu à la fois ce qu'on fait et la vision qu'on a pour les prochains mois. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus connecté, puisque tous nos terminaux communiquent entre eux. L'époque où on avait son disque dur sur son ordinateur, sous son bureau, non relié à Internet, est révolue depuis plusieurs dizaines d'années. Donc on voit en fait les principales ruptures numériques tout en haut, à savoir la 5G qui arrive, dont on a pu mesurer un peu les risques et les menaces à travers ce qu'on a pu entendre dans la presse, la généralisation du cloud public qu'on vit depuis maintenant une dizaine d'années. Et là, avec le Covid, le télétravail qui a vu l'avènement du Bring Your Own Device, c'est-à-dire chacun travaille sur son propre ordinateur et à la limite doit amener ses propres fonctions de sécurité avec l'aide de son entreprise ou de son organisation, les terminaux mobiles et puis maintenant l'Internet des objets qui se multiplient. Donc tout ça fait qu'en gros, tout communique avec tout. Il n'y a plus de réseau d'entreprise. Le périmétrique, c'est terminé au niveau de la protection de sécurité. On peut considérer que maintenant, la sécurité, il faut maintenant l'envoyer un cran plus loin, c'est-à-dire au niveau du terminal. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, nous. On a répondu à la question, et si le cloud public devenait l'endroit le plus sécurisé pour les données sensibles, puisque notre approche, c'est la question des données sensibles. Alors, au niveau des risques pour les organisations, c'est assez simple à comprendre. Il y a des risques de confidentialité, c'est-à-dire que des informations sont divulguées à des gens qui n'ont pas à les connaître, avec la question du secret des affaires en particulier. Il y a deuxièmement des risques d'intégrité sur les données, c'est-à-dire la corruption de la donnée, le plus connu étant le ransomware, qui est assez généralisé, donc un risque avéré. Et puis on a également un gros risque, probablement le plus important, c'est le risque de souveraineté, enfin de perte de souveraineté plus exactement pour les organisations, c'est-à-dire le risque que ces données soient lues et exploitées par des organisations qui n'ont pas à les connaître et qui peuvent les exploiter à des fins stratégiques. On a eu le cas d'Alstom, par exemple, il y a quelques années. Voilà. Et alors, en quelques mots, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le paradigme du zéro trust logiciel. Donc, on a, pour ceux qui sont intéressés, je les invite à télécharger une note de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui est publiée au mois d'avril 2021 de cette année, qui explique que c'est le zéro trust. En général, le zéro trust, on l'accole à un autre mot, c'est network access. C'est-à-dire que c'est un paradigme ou un concept qui plutôt a une approche réseau. Alors là, ce que je voudrais essayer de vous expliquer, c'est un paradigme un petit peu autre, c'est-à-dire ça consiste à ne pas faire confiance à tout ce qui est externe au terminal. Et donc nous, on l'a résumé en 5 points, c'est-à-dire effectivement le zéro trust qui est un peu par opposition au bring your own device, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur mon terminal, c'est-à-dire que je ne fais confiance à personne, ni au réseau, ni au cloud, ni à l'infogéreur, ni à l'administrateur, et sûrement pas aux serveurs centraux. Ensuite, le zéro knowledge, c'est le corollaire, c'est-à-dire en fait, je ne passe tout ce qui sort de mon terminal est totalement inexploitable par un tiers, c'est donc pas de connaissance. Le paradigme également qui est derrière tout ça, c'est que je construis la confiance à partir de l'utilisateur, puisqu'on comprend que la sécurité souvent est construite un peu à la manière des modèles pyramidaux, c'est-à-dire qu'on part d'en haut, celui qui est en haut a la vérité et décline progressivement vers le bas la confiance. Là, en fait, on essaie d'inverser le problème, c'est-à-dire qu'on considère que l'utilisateur, il sait qui il est, et il sait avec qui il veut échanger, et donc il a besoin de personne pour lui expliquer ça, et il construit sa confiance de proche en proche, un peu comme un réseau de résistance pendant la guerre. La microsegmentation est un autre concept assez important, ça consiste à ne donner accès aux données qu'à celui qui a à en connaître. Et donc vous imaginez que si vous arrivez à microsegmenter vos données sur autant de terminaux qu'il y a dans une organisation, pour hacker le système, il faut hacker tous les terminaux. Alors que dans un autre cas de figure, il faut hacker juste le serveur central. D'où la complexité pour l'attaquant. Et enfin, avec le ransomware, ce qui devient de plus en plus évident, c'est qu'il faut travailler plutôt en mode worm, c'est-à-dire write once, read many. Autrement dit, quand on écrit quelque chose sur un système, il ne s'enlève jamais. Et l'avantage de cette technique-là, c'est qu'on peut toujours remonter dans le temps à un instant voulu. Voilà ce que j'ai essayé de vous résumer pour ce qui concerne la cybersécurité du partage des données sensibles. Alors, pourquoi l'open source? Puisqu'en fait, on a fait clairement le choix de l'open source sur nos systèmes. Donc, en l'occurrence, il s'agit d'un système qu'on a baptisé Parsec, comme partage sécurisé sur le cloud. D'ailleurs, parce que pour le premier cas, c'est que
quand vous êtes transparent sur le code, ben vous ne pouvez pas cacher ou vous cachez plus difficilement, disons, les trous de sécurité. Et en tout cas, on va dire les gens, enfin les bons comme les méchants, peuvent à la fois accéder au code et surtout les bons, ils peuvent travailler. Alors que si le code, il est propriétaire ou il est caché, ben, les méchants, c'est sûr, ils vont l'avoir. Par contre, les bons ne vont pas pouvoir travailler dessus. Donc pour nous, il n'y a pas de système sûr qui ne soit pas ouvert. Ensuite, c'est aussi une question de choix, de choix praticité, puisqu'en fait, on a énormément, pour un système comme Parsec, actuellement, on est plutôt sur une trentaine de composants open source qui sont agrégés à l'intérieur du système. Et donc, dans certains cas, ben, les licences qui sont afférentes à certains composants open source drivent nos licences. C'est pour ça qu'on a fait le choix de l'Affero GPL sur toute la partie d'intelligence du système. Et puis, il y a un dernier point sur la partie sécurité. C'est un principe, moi, je ne connaissais pas, mais j'ai découvert d'ailleurs à Paris Open Source Summit précédent, ce qu'est le principe de Kerckhoff, donc, qui est quelqu'un qui est un cryptologue qui explique que, enfin, ça date du 19e siècle, c'est toujours valable, ou au début du 20e, qui explique que la sécurité n'est pas assurée par le secret de l'algorithme, mais par le secret de la clé. Donc tout ça fait que le choix de l'ouverture est complètement indissociable de notre approche. Donc, alors après, la sécurité, le problème, c'est que si vous faites de la sécurité et que ce n'est pas simple à utiliser pour l'utilisateur, eh ben, poubelle. Voilà. L'utilisateur, il contourne. Alors, ce qu'on a essayé de penser, c'est un système qui a obtenu un visa de sécurité en avril 2021, dans sa première étape, c'est-à-dire la partie crypto, vraiment le cœur du système, le partage des fichiers, qui est d'abord pensé pour être facile à utiliser. En gros, vous savez faire un copier-coller, vous savez l'utiliser. Je résume, hein. Voilà, là j'ai un petit film, je pense qu'on a le temps de le passer, donc c'est juste pour vous expliquer vraiment les principes de base derrière le système. Voilà, donc je vais le commenter parce qu'il est sur Internet. Alors je vous passe ce début qui explique ce que je viens d'expliquer avant, donc c'est pas vraiment utile de le commenter. En gros, il faut comprendre qu'une information, vous la coupez en petits morceaux, que chacun de ces petits morceaux, c'est chiffré par une clé symétrique, que ces blocs chiffrés, voilà, donc c'est ça, sont envoyés sur le cloud, éventuellement de façon redondante, par exemple en RAID 5, ce qui fait que comme ça, en cas de perte d'un cloud, on ne perd pas son information. Les fichiers ne sont pas reconstituables par quelqu'un qui ne dispose pas de la clé locale. Et toutes les données sont gérées exclusivement par des clés locales. Et donc, seule la personne qui a sa clé peut accéder à la recomposition des briques pour en faire une connaissance, enfin pour avoir la connaissance de l'information. Donc après, je vous passe les différentes fonctions. Je pense que ce n'est pas la peine qu'on rentre plus dans le détail. C'est un système qui a été mis au point en partenariat avec donc le CNRS et le ministère des Armées. Je pense que c'est ça, voilà. Alors là, c'est une planche que je présente pour la première fois, même si les planches précédentes, elle est assez intéressante. Alors, on essaie de répondre à la question, et si un écosystème zéro trust était possible? On se positionne clairement dans une logique en fait, de fonctionnalité analogue à celle autour de l'écosystème Office 365, donc je rappelle qu'il y a quand même un certain nombre de réticences d'emploi au niveau de l'administration. Hein, vous avez tous lu en fait, la déclaration de la DINUM, probablement. Donc voilà, nous, sur quelle stratégie on se positionne. À la fois, donc, ce qu'on a appelé le Parsec écosystème Zero Trust, ça consiste à faire ce qu'on appelle de l'édition collaborative Zero Trust. Autrement dit, vous faites la même chose que un doc ou un Excel, mais vous le faites à plusieurs et en même temps. Je veux dire, ce qui est important à comprendre, c'est que toute la technologie pour faire le pivot Zero Trust, elle fonctionne, elle est qualifiée, elle est opérationnelle. Et donc maintenant, une fois qu'on a vraiment le cœur de système de la sécurité, on agrège des briques autour. Et on fait quelque chose de fonctionnellement pratique pour l'utilisateur, qui fonctionne en mode web et qui gère en même temps l'information avec des clés locales, mais qui peut quand même communiquer entre les différentes personnes, moyennant des enrôlements adaptés. Donc là, vous avez un petit peu toute notre vision pour les mois à venir. Hein. La suite collaborative Zero Trust, l'indexation Zero Trust syntaxique et dans un deuxième temps sémantique, la messagerie instantanée Zero Trust, en fait l'équivalent du Slack si on veut, l'intégration annuaire également, ce qui permet d'éviter toutes les problématiques d'enrôlement et de pouvoir se caler par exemple sur une infrastructure de gestion de clés. On a déjà des clients qui nous ont demandé de raccorder leur système, enfin Parsec à leur système.
Toute la partie mobile, parce que bien évidemment, on ne peut pas faire... donc, par exemple, là, c'est sorti il y a à peu près 3 semaines, la version Android de Parsec, donc dans une version préliminaire, mais qui fonctionne très bien. Vous pouvez accéder à tous vos documents de façon confidentielle, de façon zéro trust. Puis en fait, toute la partie web avec derrière une capacité d'hybridation avec tout un tas de systèmes, puisque vous pouvez hybrider les systèmes web tout en gérant en fait la partie zéro trust sur le contenu. Alors, j'ai essayé de résumer en fait la fin de mon exposé, puis après on passera aux questions si on a le temps. De cette façon-là, vous avez 2 axes sur ce graphique. Un premier axe qui vous dit que à droite, vous allez vers du Secnum Cloud, c'est-à-dire que vous garantissez la localisation en Europe, on va dire, pour faire simple, hein, avec des garanties, puisque le risque mesuré, c'est les lois d'extraterritorialité qui permettent de lire nos données souveraines. Et puis à gauche, vous avez un risque sur les données en termes d'extraterritorialité, en termes de confidentialité. Là, on a positionné verticalement ce qu'on a appelé le Zero Trust, c'est-à-dire ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à contrôler la donnée exclusivement à partir des clés locales sur le terminal. Donc en gros, la seule zone de confiance, c'est le terminal et l'utilisateur. Et en bas, c'est des clés qui sont déléguées à un tiers, parce qu'en fait, on parle souvent de chiffrement end-to-end, mais la vraie question, c'est qui détient la clé de ce chiffrement. Et en fait, si vous comprenez bien, si vous analysez bien les choses, à aucun moment, l'utilisateur détient la clé de son chiffrement. Donc, en fait, c'est ce vers quoi il faut tendre. Et donc, quand vous allez vers de la clé souveraine, ce que j'appelle la clé souveraine, parce qu'en fait, on trouvera des solutions qui font, par exemple, du bring your own key, c'est-à-dire que vous pouvez apporter votre propre clé. Mais quand vous regardez de près, tout ça, c'est hébergé par ce qu'on appelle des HSM, c'est-à-dire des coffres forts de clés. Et quand vous regardez, il y a forcément un tiers de confiance qui opère le HSM. Donc, de toute façon, faire de la sécurité, c'est toujours faire confiance à quelqu'un d'autre. Là, en fait, on fait confiance à personne. Alors, sauf au logiciel, mais comme c'est du code ouvert, après, vous êtes invité, tout le monde est invité à regarder comment il est fait pour éventuellement détecter les problèmes, le cas échéant. Alors, Parsec, évidemment, dans ce cas de figure, il se positionne en haut à droite, c'est-à-dire Zero Trust Secnum Cloud, puisque là, on est partenaire Outscale dans la marketplace et on déploie nos systèmes sur Outscale, qui est labellisé Secnum Cloud. Et effectivement, vous avez des solutions qui sont de moindre confiance, mais toujours Secnum Cloud sur la partie française et européenne. Il y en a un certain nombre de solutions. Et puis, des solutions qui sont vraiment pas bonnes du point de vue de la sécurité, en termes de souveraineté, je veux dire, hein, évidemment, qui sont plutôt en bas à gauche. Bon, il y a un petit drapeau, parce que les GAFAM, c'est plutôt généralement américain. Vous pouvez mettre le drapeau que vous voulez. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour cet exposé. Je suis prêt à répondre aux questions, s'il y en a. Alors, d'abord, la première réponse, c'est que s'il la perd, il n'y a personne pour l'aider. S'il est tout seul, sur son système, il n'a personne. Par contre, le système permet le partage. Donc, en fait, si vous avez partagé une enclave, c'est-à-dire un coffre-fort de données avec quelqu'un d'autre, parce qu'en général, vous n'utilisez pas un système comme ça si vous voulez travailler tout seul. Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre carrément un chiffrement sur votre disque dur et puis c'est fini. Si vous utilisez un système comme ça, c'est pour partager. Donc vous partagez, forcément, il y en a un autre qui l'a. Donc à un moment donné, vous rentrez dans un mécanisme, soit de sauvegarde, soit vous êtes révoqué, puisque vous avez perdu votre clé, puisque le système prévoit la révocation au sens dur et crypto du terme, et puis vous êtes réenrôlé dans un deuxième temps. Voilà. Et puis, on a prévu également à la demande de clients un autre mécanisme, d'ailleurs, qui a été mis en prod il y a quelques jours, qui permet de sauvegarder sur un fichier qu'on mettra après dans son coffre-fort les clés et les mots de passe qu'on aura mis éventuellement derrière. Enfin voilà, après, vous pouvez également, si vous travaillez en interaction avec une infrastructure de gestion de clés, derrière, le mécanisme, il est sous-traité, entre guillemets, à l'IGC ou à la PKI. Voilà. Moi, je sais répondre. Ce qu'on n'a pas voulu faire, c'est du two-man's rule, c'est-à-dire en fait un mécanisme où vous pouvez retrouver la donnée moyennant des administrateurs qui se concertent. Ça, on l'a évacué pour des raisons précisément de sécurité. C'est pas justement ce point-là qui peut faire que certaines organisations ne pourront pas y accéder parce que justement ils veulent des administrateurs ? Alors c'est un choix. Je veux dire que c'est nous, on a fait ce pari, ce choix. Après, on tombe vraiment sur la politique de sécurité de l'entreprise. Donc la politique, si par exemple elle vous dit que vous n'avez pas le droit de créer une enclave sans la partager avec quelqu'un d'autre, vous avez réglé le problème juste par une règle administrative. Donc là, l'avantage du système, c'est qu'il est complètement ouvert, c'est-à-dire que derrière, vous dites aux gens,
on vous interdit de partager, d'avoir des données tout seul, ou si vous les perdez, c'est pour vous. On vous oblige à les partager du point de vue organisationnel. Ça fait partie des règles de l'entreprise, mais ce n'est pas du genre on vous donne un système sécurisé et puis sans vous le dire, on va quand même lire par-dessus votre épaule si on en a besoin. Voilà. Une autre question. Alors, c'est aussi une question intéressante parce que l'expérience et le retour qu'on a dessus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le problème qu'il y a derrière. Donc, en fait, les seuls qui ont compris pour le moment, c'est des grandes organisations et c'est avec des gros qu'on travaille. Alors, les structures plus modestes, plus petites, elles nous expliquent toujours qu'elles ont des problèmes de sécurité, de défense de leur sécurité, mais elles ne sont pas prêtes à faire le gap qu'il faut pour passer dans ce genre de système. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une question de conduite du changement. Et les gens ne sont pas encore prêts. Ils préfèrent travailler sur du full web avec un serveur central. C'est leur choix. Et nous, on ne va pas chercher à convaincre du contraire parce qu'on n'est pas assez gros, quoi. On n'a pas assez d'énergie commerciale pour pouvoir le faire. Donc... Ouais, voilà, mais nous, on n'a pas la force suffisante en sensibilisation pour faire comprendre derrière. Par contre, on travaille avec des gens qui ont compris. Et dans un premier temps, on travaille avec les gros. Et ensuite, quand les choses auront suffisamment percolé, eh bien, ça viendra plus vers les structures adaptées. Cela dit, il y a quand même un site marchand qui fonctionne en software as a service. Vous allez sur parsec.cloud, je ne sais pas si le nom n'est pas indiqué là, parsec.cloud. Et puis derrière, vous téléchargez le logiciel et vous pouvez l'essayer, quoi. Voilà. Alors une société qui voudra travailler en mode sécurisé, par exemple à l'international, vous partez, vous n'avez rien dans les poches, vous téléchargez le système, vous l'installez à distance, vous faites votre mécanisme d'enrôlement à distance et vous accédez directement à toutes les données en mode sécurisé, personne ne peut vous lire, où que vous soyez dans le monde. Ouais. Alors ça, sur le système opérationnel, on ne l'a pas fait parce que, pour des raisons de simplicité. Après, en fonction de la politique de sécurité de l'organisation qui s'adresse à nous, on peut faire ce qu'on a prouvé, puisqu'en fait, ça faisait partie aussi des travaux de recherche qu'on a menés avec le ministère des Armées, le mode RAID 5. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plusieurs clouds, vous dupliquez les données sur un certain nombre de clouds en mode redondance, et la perte d'un cloud fait que vous ne perdez pas vos données. Je dirais que là, vous faites de la sauvegarde de la même façon, avec des blocs qui permettent de la sauvegarde en mode redondant. Ah bah, il coupe. C'est pour ça qu'il faut. C'est vrai que la courbe que j'ai présentée, elle est importante, celle-là. C'est-à-dire que si vous avez une menace sur les blocs, c'est-à-dire sur l'hébergeur, si l'hébergeur il vous bloque l'accès au bloc, vous avez perdu l'accès à vos données. Donc il faut en fait le faire dans une zone de confiance. C'est pour ça qu'il faut passer sur du Sectum Cloud. C'est pour ça qu'on est partenaire à Outscale aussi. Voilà. Donc en fait, clairement, on a une stratégie visiblement orientée sur l'Europe et pas à l'international. Enfin, ça sera peut-être un jour, mais pour le moment, c'est vraiment une stratégie de souveraineté orientée sur l'Europe. Oui. Non. Alors les systèmes de base de données relationnelles, il y a peut-être une façon de le faire, mais c'est un problème vraiment complexe. Donc déjà, on a une idée sur la façon d'attaquer l'indexation. Et l'indexation, c'est aussi un problème, le moteur de recherche. C'est un problème complexe. Mais ça, on sait comment on va l'aborder. Par contre, la base de données relationnelle, je pense que la façon de contourner le problème, c'est de travailler sur du web classique et de manipuler des liens parsec à partir du moment où on veut gérer des objets un peu complexes. Et donc, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce que ça nécessite une réflexion. Enfin, ça paraît simple, expliqué comme ça, mais derrière, il y a quand même 50 boulots et 1,5 million d'euros d'investissement. C'est énorme, quoi. On n'a pas fait de levée de fonds, on a tout autofinancé. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet ? On a commencé en 2016. 2016, et voilà, et on peut considérer en fait qu'il nous a fallu à peu près 4 ans de mise au point du composant crypto, avec un travail vraiment intense. Et là, maintenant, c'est bon, le composant il est au point, et on sait le faire travailler sur plein de choses. Ouais. Ouais. Vous téléchargez le logiciel. Alors, il est open source, et puis après, il y a des licences qui sont adaptables. Il faut lire la licence. Vous avez plusieurs niveaux de licence. Vous avez une partie qui est affaire au GPL. Ouais.
Donc ça, c'est vraiment bien pour vous pouvez installer la partie Affero GPL. Et même les organisations sont autorisées à l'utiliser, ce qu'on a en fait une licence BSL, alors qui n'est pas Free Software Foundation, sur la partie serveur. Et cette licence, elle est autorisée pour un certain nombre d'usages, notamment les organisations de moins de 50 personnes, et puis pour les ONG. Enfin, il y a un certain nombre. Il faut lire la licence très précisément. Enfin, on a vraiment focalisé le truc. Et le logiciel embarqué, lui, il est Affero GPL. En fait, clairement, on constate que ce n'est pas suffisant le logiciel embarqué parce que dès qu'on a des grands comptes, ils ont des problématiques de politique particulières qui fait qu'il faut forcément des adaptations. Ouais. Il y a plusieurs façons de générer. Soit elles sont auto-générées sur le terminal, donc vous utilisez le système d'exploitation, soit elles sont générées de façon extérieure. Par exemple, si vous avez une PKI, la clé, elle va être générée par votre système de PKI, embarquée à l'extérieur et utilisée par Parsec. Et ce n'est pas Parsec qui gérera la clé. Mais l'avantage de l'autogénération de clés, c'est que ça vous permet de travailler avec quelqu'un qui n'est pas dans votre zone de confiance dans l'IGC. Par exemple, vous voulez sous-traiter des plans un peu confidentiels ou sensibles à un sous-traitant qui n'est pas dans votre système d'information, donc qui n'est pas dans votre IGC, eh ben, vous pouvez le faire simplement et rapidement. Oui, mais alors après, le corollaire d'un truc comme ça, c'est qu'il faut forcément des composants qui sécurisent votre terminal. Alors tout dépend en fait du risque. Si vous travaillez sur des données qui sont moins sensibles, vous pouvez le faire sur un système, je dirais Ubuntu classique, ça fonctionne sur tous les systèmes. Ou si derrière vous voulez rentrer sur un système de sécurité plus importante, il faut mettre derrière du XDR, comme ce qu'a fait ArcFanLab ou Tetris. Et puis d'autres mécanismes. Enfin, c'est pas la solution à tout. Derrière, il faut ajouter des composants de sécurité en fonction du risque qu'on cherche à gérer, quoi, ou à couvrir. Ah oui, alors voilà, il faut que je laisse la place. Merci pour les questions. Stand B15, pour ceux qui veulent plus d'explications, stand B15B, ok, et on peut vous dire beaucoup plus. Merci en tout cas. Ouais. Passionnant, notamment en fait